Bienvenue pour le Calisthenics Science Podcast épisode 55 avec comme invité du jour Mathieu. Salut. Enchanté. Et comme d'habitude Morgane. Ici Morgane Nutrition, bienvenue sur le CSP. CSP, l'abréviation, on les avait mis dans les titres depuis longtemps, mais est-ce que vous l'aviez remarqué que ça s'appelait le CSP? Ok, parfait. Donc le but, c'est que Mathieu nous raconte un peu son parcours qui est plutôt très intéressant, qu'on reprenne un peu les interactions avec des athlètes, des coachs, des entraîneurs, des nutritionnistes, des personnes très intéressantes qui ont beaucoup de choses à nous raconter en rapport avec la calisthénie, la force, la nutrition. Et Mathieu est quand même pas mal qualifié pour nous partager son expérience. Donc c'est Mathieu HTZ si vous ne connaissez pas. Je te laisse te présenter, Mathieu. Déjà merci beaucoup de me recevoir et pour l'invitation. Je sais pas trop quoi dire à part que je m'appelle Mathieu. Je suis nutritionniste, donc c'est mon métier de base. J'ai fait 5 ans d'études. Comme on en parlait un petit peu plus tôt, c'est une spécialisation qui commence avec 3 ans, où on te délivre le diplôme de nutritionniste, où j'ai fait une spécialisation dans le sport. J'ai été certains athlètes à l'INSEP, mais pas que. Donc, ce que je considère comme athlète de haut niveau, pour moi, c'est aussi, par exemple, les pompiers ou des boxeurs amateurs, choses comme ça. Et après, j'ai décidé de poursuivre en master parce qu'il y avait le côté agroalimentaire qui m'intéresse énormément. Parce que c'est l'agroalimentaire, enfin les agros, qui nourrissent la majeure partie de la population française. Et je trouvais ça intéressant d'avoir le cahier des charges de ces personnes-là quand elles doivent nourrir la majeure partie de la population. Et aussi, il y avait la partie comment faire son complément nutritionnel. Donc voilà, qui viendra plus tard. Donc ça, c'est pour les études. Et après, pour le côté sport, donc j'ai commencé le calisthenics ça fait 6 ans. Donc je suis dans ma 7e année maintenant. Je m'entraîne très régulièrement. Ça varie entre 5 à minimum 4 sessions par semaine depuis 6 à 7 ans, avec des variations, bien sûr, quand on est blessé grave ou pas. Mais on en reparlera tout à l'heure. Mais voilà, donc c'est quelque chose qui me passionne. Et j'ai eu la chance l'année dernière d'être sélectionné pour les championnats du monde qui sont déroulés à Berlin, donc Final Rep. C'est ma première expérience en compétition et c'était une très très belle expérience. Donc on pourrait y revenir aussi tout à l'heure. Et j'ai également fait les championnats de France de street lifting. C'était déjà faire la qualif, c'était déjà quelque chose. C'était vraiment compliqué. Mais pareil, ça m'a beaucoup apporté et j'espère pouvoir le refaire l'année qui arrive si j'ai encore le niveau. Parce que le niveau grimpe à vitesse grand V. Voilà. Top, hein, ça fait une chouette présentation. Et donc, pour tout ça, en termes de street lifting, c'est quoi tes performances et en termes de mouvement aussi? Parce que je pense qu'avant le street lifting, tu faisais beaucoup de hand balancing et encore maintenant, je pense. Donc, c'est quoi un peu tes performances actuelles en termes de skill de street lifting? Alors oui, j'ai commencé les figures de force, hein, donc j'ai fait front lever, back lever supination qui m'a valu de sacrifier un tendon. J'ai eu croix de fer, presse, donc enchaîné des ceintures monte. J'ai eu straddle, j'ai eu full planche, j'ai eu ça c'est en termes de figure de force. Et après en termes de street lifting, alors performance en compétition, comme ça on va dire que c'est celle qui compte. J'ai 30 kilos en muscle up. J'ai 75 kilos en chin-up, 120 kilos en dips et
175 en squat. Sachant que le squat, j'ai commencé il y a moins d'un an, du coup, il y a 9 mois. Donc j'ai une énorme marge de manœuvre sur ça. Il faut vraiment que je continue de travailler pour atteindre un poids décent. Mais bon, je suis quand même content des progrès dans le temps imparti. Et sur les autres mouvements aussi, par exemple le dips, c'est tout ce qui est poussé, c'est mon point fort. Et j'ai pas été encore en mesure de montrer ce que je peux faire en dips pour plein de petites blessures. Mais je pense que je pourrais aller chercher 140, voire un peu plus d'ici 1 ou 2 ans. Yes. Mon mouvement préféré qui est quand même la pompe en équilibre, dont j'ai pas parlé. Ça, c'est vraiment le mouvement qui on va dire, pour lequel je suis un peu obsédé. Et donc ça, je cherche à établir le record du monde, donc à battre les Italiens, enfin l'Italien Simono, j'ai oublié son Instagram, mais Simono Power, quelque chose comme ça. Il y a, selon moi, la plus belle handstand push-up, enfin avec le standard sur lequel moi je m'aligne, c'est-à-dire une deep HSPU, donc tes épaules au niveau de tes poignets, avec un pelvic tilt. Voilà. Et donc lui, il a réussi à faire 40,5 ou 42,5. Moi, j'ai réussi à faire 30 kilos. Et là, du coup, j'essaie de combiner mon entraînement autour du street lifting et de ne pas perdre de vue cette performance que j'ai envie d'établir. Voilà. Oh, ça fait des sacrés perfs, tout ça. Donc, c'est vrai que ouais, je vais rebondir un peu sur tes performances. Donc, c'est vrai que le dips, on voit qu'il y a encore un peu de tempo et donc c'est vrai qu'on pourrait se dire, t'en gardes un peu sous le coude là. Je pense qu'il y avait aussi cette blessure. Et pour la HSPU, je vais rebondir aussi là-dessus parce qu'en Belgique, il y en a, parce que j'ai justement deux, trois potes qui se battent un peu là-dessus pour aller chercher les 50 kilos, mais ils sont genre au sol avec un bel arche. Et toi, t'es plus l'approche Stenix, j'imagine, où on reste vraiment bien aligné. Et c'est vrai quand on voit tes entraînements, c'est extrêmement impressionnant, quoi. De les déjà les faire sans lest, c'est chaud. Et puis la qualité que tu mets en lesté. C'est pour ça que je préfère, enfin c'est pour ça que Stenix me correspond, c'est que je préfère prendre mon temps, et même si ça me prend 5 ans, tu vois, arriver au standard que je trouve beau, parce que enfin il y a dans calisthenics, la quali qui est la beauté quand même, donc la moitié du mot, et sténos la force. Et je trouve qu'on perd un peu cet aspect-là de clean dans les mouvements, tu vois. Et donc voilà, tu vois des mecs comme par exemple sur Instagram Andri Strong qui font 60 kilos avec les bras écartés et en banane. Enfin, alors oui, ça, il est fort, il est clairement très très fort hein, parce que enfin, personne ne peut faire ça. Mais le mouvement est horrible à mes yeux. Après, ça n'engage que moi. Mais quand j'ai des potes qui m'envoient ça en mode ah regarde où il en est, je dis ouais. Et tu lui mets des parallèles et qui doit descendre épaules au niveau des poignets, garder un pelvic tilt, enfin tous ces paramètres qui font que le mouvement est difficile et beau. Là, ça voudra dire quelque chose et là, je pourrais dire ok, il est vraiment très très fort. Et voilà. Mais après, ça n'engage que moi, évidemment. Clairement, clairement. Je voulais rebondir aussi sur tes débuts aussi. Moi, il me semble que les premières fois où je te voyais, c'était dans les parcs de Paris. Et le petit aparté aussi, c'est que tu t'entraînais aussi avec Team de Calisthenics qu'on a reçu sur le podcast. Et donc c'est un peu via lui aussi que que je t'ai connu, je pense un peu plus parce que je crois que on avait discuté une fois. Et je m'étais dit bah tiens, si c'est un ami à Team, ça pourrait être intéressant de le voir. Et je vous voyais parfois vous entraîner dans le fameux parc à Paris, là pour rebondir un peu quelques années en arrière. Là, je sais pas si tu le fais encore. Toi, le fameux parc, je sais pas si tu vois celui que je veux dire. Oui, bien sûr. Au Jardin du Luxembourg, il y a un petit parc qu'on appelle le Luco. Les pratiquants qui ont la palle avec le Luco. Donc ouais, bah là c'était un peu la genèse pour moi. C'est en gros pour faire simple, avant je faisais beaucoup de boxe thaïlandaise et je me suis cassé 2 fois de suite le bras. Donc j'ai dû arrêter. J'avais tout le côté gauche atrophié parce que bah, justement comme c'était coup sur coup, j'ai enchaîné 2 plâtres plus une opération.
Et, bon, à cette époque-là, je faisais, tu vois, des pompes, des choses comme ça, mais bon, c'est tout. Et j'ai un ami de ma promo, donc en nutrition, qui m'a dit que lui, il faisait de la muscu. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais faire de la muscu avec lui, même si c'est pas quelque chose qui m'attire. Mais il fallait que je rééquilibre mon corps. Et à ce moment-là, en fait, il y a eu ce parc-là, donc le Luco, qui a ouvert. Ils ont mis ces installations-là. Et il m'a dit, ah, mais en fait, on peut faire du calisthenics si tu veux. Et donc, enfin, je savais pas du tout ce que c'était. Et il m'a montré des vidéos de mecs qui faisaient des tractions, des muscle-up et tout. Je me suis dit, ah ouais, si ça me plaît, j'ai envie de faire ça. Parce qu'on se muscle et en même temps, c'est amusant. Et je passe pas mon temps dans une salle de sport, en fait, parce que j'aime pas trop être enfermé. Et donc, du coup, ça a commencé comme ça, grâce à un pote qui s'appelle Yann. Et du coup, on a commencé comme ça. Donc, on a fait un peu, bah, je pense, comme toutes les personnes qui commencent, hein, tu fais jusqu'à t'épuiser, jusqu'à que tes tendons crient, tu t'entraînes 5 heures, 6 heures, tu vois les gens défiler, et puis les gens qui disent mais tu campes là, tu dors là et tout, bah ouais, parce que c'est une partie de ta vie, tu trouves une sorte de but où tu te dis bah je veux me dépasser. Je sais pas si vous regardez les mangas, mais t'es en mode voilà, t'as envie d'être Vegeta ou Goku ou Naruto. Enfin, t'as ce truc de shonen où tu te dis vas-y, moi je peux être comme eux, tu vois, je vais pas lâcher, je vais débloquer cette figure. Et c'était un peu une obsession. Euh, et en fait, à un moment, je me suis dit il faut que je sais pas, je prenne un coach, tu vois, ou j'achète un programme. Donc, on a acheté un programme à un mec qui est, je pense, un des mecs les moins connus, mais qui est un des plus forts au monde, enfin, en tout cas à l'époque, qui s'appelle Ivan Kashtaz. Ah ouais, je Euh, connais, je connais. alors, enfin, si les gens connaissent pas, vous pouvez taper One Arm Pull-Up Madness, Ouais, one arm pull-up. et en moins de 5 minutes, il fait 80 One Arm Pull-Up, donc 40 de chaque côté, en moins de 5 minutes. Voilà. Et bah ça, c'était voilà, ce mec-là, je me suis dit ok, lui, je veux bien que ce soit mon coach parce que visiblement, il en connaît un rayon. Donc bon, visiblement, enfin, maintenant en grandissant, on sait que c'est pas parce que tu as des grosses perfs que tu es le meilleur coach, mais en tout cas, il m'a forgé parce que bon, son programme était pas très cher, hein, c'était 30 euros. Mais en gros, je pense que le volume qu'il nous donnait à faire, c'était en une semaine ce que je dois faire quasiment en un mois. Donc ça allait parce que bah, j'étais très jeune, tu vois, j'avais quoi, j'avais 24 ans. Là j'en ai 31. Donc et surtout que par mes études, je savais comment récupérer, optimiser la récupération. Mais bah, enfin, il y a forcément eu des blessures, tout ça. Mais il m'a fallu 8 mois pour vraiment faire son programme comme lui l'entendait, quoi. Donc ça a été très très dur, mais ça m'a donné une énorme base pour la suite. Donc c'est pour ça que. Voilà. Mais oui, ces entraînements dehors, quand il pleut, quand il neige, quand il fait froid, le parc ferme, donc on doit passer au-dessus des grilles. Il y a la police qui vient. Enfin, c'était vraiment voilà, quoi, c'est des routes, mais c'était très belles années. Ah, les bonnes approches old school, ça c'est ça qui est bon dans le street. Je pense que je me demande si ouais, c'est vraiment une discipline où on passe un peu par ce genre de phase, un peu moins un peu plus qu'en muscu ou quoi, parce que c'était toujours des salles en street, c'était à l'époque, et puis vu que le sport évoluait, bon, on a pu voilà suivre des programmes un peu de personnes comme lui ou d'autres un peu hardcore. Après lui, c'est Ouais. vrai qu'il a peut-être un peu plus l'approche clean form, mais il y avait une approche quantité qui est un peu Ah ouais. enfin qu'on ne ferait plus jamais aujourd'hui, je pense, avec le recul. Non, franchement, je pense que voilà, c'est bien d'avoir un peu ce mindset-là de se dépasser, de vouloir faire plus. Mais le problème, c'est que bon, après, il y a tout ce qui est facteurs génétiques, tout ça. Comment est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu as eu comme réflexe en étant petit? Comment est-ce que tu t'es construit, tout ça. Mais si t'as pas les étoiles qui sont alignées et que tu fais ce genre de programme, bah très vite tu te blesses et tu peux te blesser gravement. Et du coup, c'est pour ça que c'est bien de mettre un petit peu de science aussi là-dedans et d'expliquer aux gens que voilà, ben, même si ton muscle s'adapte, ça veut pas dire que tes structures s'adaptent aussi vite. Donc tes tendons, tes cartilages, tes ligaments, tout ça, ça met quand même plus de temps. Donc même si tu sens que tu es fort, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est pas parce que tu peux que tu dois. Donc voilà, maintenant c'est bien de joindre les deux un peu. Yes.
Et donc maintenant on va évoluer un petit peu dans la ligne du temps et on va rebondir un peu sur ce que tu viens de dire. Donc voilà, t'as expérimenté un peu cette approche, c'est début old school. Et puis finalement, je pense que c'est un peu à ce moment-là que tu t'es blessé, je crois, ou c'est plus tard. Plus tard, en gros, avec lui, j'ai fait 1 an. Après, j'ai fait un peu de mon côté, avec toujours mes potes. Et après, j'ai acheté l'espèce de livre de Ranjit Bashu, je sais pas si tu vois, de PNP euh, Fitness. ouais. C'est aussi très impressionnant. Mais pareil, c'était un truc. Bon, il y avait beaucoup, beaucoup de volume. C'était imbuvable la manière dont c'était 80 pounds, 85 pounds de mémoire. Et c'était assez imbuvable en termes de design. Donc bon, on paye pas le design, mais quand même. Ouais, c'était juste un PDF comme ça, tout blanc, quoi. Enfin, ça n'avait ni queue ni tête. En gros, tu avais 2 PDF collés sur une page et tu avais en gros la moitié d'un texte. Et pour avoir la suite du texte, il fallait scroll en bas. Et c'était pas le texte juste à droite, tu vois. Enfin, c'était un truc, bon, c'était un casse-tête, tu vois. Mais il y avait un knowledge dedans, juste il fallait savoir le décortiquer, quoi. Donc on a pris le temps, on a imprimé les trucs, machin, enfin, bref. Mais on a pris les infos, ça nous a aidé. Après, j'ai continué tout seul. Et bah, les perfs étaient là. J'étais content de ce que je faisais, de ce que je produisais. Mais c'est parti un peu en cacahuète quand je me suis dit, OK, cette année, je vais faire record du monde HSPU. Donc, je vais faire plus de 40 kilos. Je visais 45-50 kilos avec une forme. Donc, je m'entraînais avec. C'est cette période-là, à partir de cette période-là où il y avait Tim. Et il y avait un autre pote qui s'appelle Benjamin. Et Et vous là, faisiez beaucoup de HSPU aux anneaux aussi, il me semble. ouais, HSP Nano, C'était une de vos spécialités, je voyais, c'était vraiment impressionnant, quoi. c'est un goal, ça aussi. Et maintenant, ben, en fait, on se rend pas compte, mais pour moi, les HSP aux anneaux, c'est plus facile que les HSP au sable. Pourquoi? Parce que, en fait, les anneaux s'adaptent à, à toi, alors que le sol ne s'adapte pas à toi. C'est-à-dire que si ta trajectoire est pas bonne au sol, le problème c'est que tu vas tomber devant, derrière ou sur le côté, mais tu ne seras pas en mesure de pousser. Ton levier sera pas bon. Alors que sur les anneaux, si tu arrives à maintenir un équilibre et que tu es assez fort pour pousser, euh, ta main va bouger automatiquement et réaligner ta trajectoire. Et donc du coup, c'est beaucoup plus simple. Donc enfin faut être quand même avancé, hein. Mais une fois que tu arrives à maîtriser l'équilibre sur un eau, qui peut être fait de plusieurs manières. Tu peux l'avoir de manière gymnaste, où tu es vraiment tendu en haut. C'est très très beau, avec le biceps full locké, tout ça. Mais bon, moi, je le fais pas. Ce que je fais, c'est que je reste en tension. Donc, on a l'impression que je suis en handstand, mais en fait, en haut, j'ai un peu de. C'est un peu la triche, mais je reste en tension sur les épaules. Et voilà. Ah Donc, ouais, c'est ça que j'allais dire, c'est que ouais, ça a l'air peut-être potentiellement plus facile sur la push-up ou quoi, mais sur l'équilibre, a l'air tellement compliqué, quoi. et donc voilà. Mais après, tu peux. Enfin, tu vois, j'en avais, je sais pas, 5, 6, peut-être 10 reps au sol, mais sur les anneaux, je pense que je peux chercher 15-20 sans problème, tu vois. Ouais. Et sans même, avec même peut-être une série d'échauffements, mais sinon, ça vole. Après, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de place pour la compensation. Et pourquoi est-ce que j'en fais plus trop maintenant? J'en fais qu'une fois par mois. C'est que, en fait, le problème, c'est que à gauche, j'ai ma coiffe des rotateurs qui prend cher. Parce que si je le fais en fin de séance et que je me dis, allez, je fais un one shot 10 reps, il y a forcément 3-4 reps qui vont être pas dégueulasses, mais mon épaule va partir un peu sur un côté et la coiffe va prendre. Et du coup, après, ça fait que pendant 2 semaines, on tire, tu vois. Donc c'est pour ça que je le fais plus trop. Mais bon, voilà. En gros. Ok, ok. Ouais, donc ouais, j'étais un peu coupé là dans le parcours. Donc voilà, t'étais avec Tim. Voilà, et puis du coup, avec un pote Benjamin, et on s'entraînait très dur. Pour donner une idée, on faisait, tu vois, des 90 degrés HSPU avec 20 kilos de lest. On faisait
Donc je faisais des séries de 3 reps négatives, 40 kilos en deep HSPU, plus beaucoup de volume de renfo, enfin, tout ça. Et un jour, je décide de mettre des back levers ce jour-là à la fin de l'entraînement. Et j'ai remis des croix de fer aussi et back lever. Et donc je fais un premier set en back lever supination qui passe. Donc je fais 3 back lever press. Et après je me dis bon, je vais en faire un deuxième set, filme-le. Comme ça je pourrais poster ça sur Insta, ce sera sympa. Et à la première rep, j'ai le biceps qui saute. Donc là c'était grosse désillusion. Donc ça fait pas mal, c'est impressionnant. Les gens me disent, t'as dû avoir super mal, mais en fait, non, parce qu'un tendon, c'est pas super innervé, tu vois. Donc, c'est pas une douleur horrible, hein, c'est juste c'est un gros claquage, par contre. Comme une corde de bateau qui lâche. Ça fait un bruit énorme. Et puis, bah, t'as l'adrénaline qui monte d'un coup, forcément. Là, tu regardes ton bras et tu vois ton biceps qui est au niveau de ton épaule. Et tu fais, bon, ok. Genre là, j'ai un problème. Donc, mon premier réflexe, ça a été, je sais pas, de me mettre par terre, de faire des pompes. Donc, pour voir, alors que bon, c'est pas un mouvement de tirage, mais je sais pas, j'ai fait des pompes. J'ai fait, ok, si j'arrive à faire des pompes, c'est que je suis pas trop foutu. Mais mes potes m'ont dit, ok, il faut que tu ailles aux urgences. Donc, j'ai couru aux urgences. L'hôpital est pas très très loin, j'ai de la chance. Et après, ça a été un peu un parcours compliqué parce que les urgences, tu sais, avec le temps de Covid, tout ça, ils étaient un peu débordés. Du coup, j'ai eu affaire à un peu une incapable qui m'a dit bon, ben, je vous ai fait une ordonnance de Doliprane. Ce soir, vous vous entraînez pas. Demain, vous y allez tranquille. Et après-demain, ça ira. Et du coup, je l'ai regardé. Je lui ai dit enfin, en fait, mon biceps, ça se voit qu'il est pas à sa place. J'ai la vidéo. Ça saute, il se passe quelque chose. Il faut que je fasse une IRM ou une écho au minimum, quoi. Enfin, et le médecin me dit bah non, non, c'est bon. Vous inquiétez pas, ça va le faire. Et donc, du coup, bah, moi, j'étais un peu déboussolé, tu vois, parce que je me dis, bon, quand même, enfin, j'ai senti qu'il se passe un truc, quoi. Genre, quand j'essaye de curler, mon biceps, il répond plus. Donc, je sais pas. Et en fait, j'ai eu de la chance parce qu'en sortant de l'hôpital, je galérais à mettre ma veste. Et il y a un autre médecin qui est venu et qui m'a demandé si ça allait. Et je lui ai dit que, bah, c'était pas ouf, quoi. Et, et il a regardé mon bras et il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, la chance que j'ai eue, c'est que le médecin a été gymnaste. Et donc, avec mon gabarit, il voit pas ça tous les jours. Et du coup, il s'est dit, OK, le mec, il fait du sport. Enfin, ça l'intéressait, quoi. Ça l'a interpellé. Et du coup, on a discuté. Je lui ai montré la vidéo. Il m'a dit, OK, mais ton biceps, il a sauté. C'est tout simple. Il faut juste que tu fasses une IRM, savoir si il a complètement sauté ou s'il a des filaments qui restent attachés. C'est le biceps distal, insertion distale. Et voilà. Et après, tu sais, tu vas te faire opérer le plus vite possible parce que un tendon, ça raidit très très vite. Donc, en fait, plus t'attends, moins l'opération va être bonne, quoi. Donc, il faut vraiment se dépêcher. Si jamais quelqu'un a ça un jour, voilà, et il faut se dépêcher. Donc, le maximum qu'un chirurgien opère, c'est 3 semaines, il me semble. Après, il opère plus. Donc après, j'ai trouvé une clinique dans le sud-ouest, parce que c'est là dont je suis originaire, et parce que il y a un chirurgien qui fait que de la reconstruction de tendons à ce niveau-là, donc que du biceps distal. Il fait en moyenne 2 tendons par jour. Donc il y a beaucoup de gens qui se le font, notamment au rugby. Donc quand on essaye de choper quelqu'un, t'as le biceps qui saute très vite, ou des déménageurs. Quand par exemple un frigo qui glisse, bah là pareil, il essaye de récupérer le frigo et le biceps saute. On voit beaucoup ça en deadlift aussi, hein, quand les gens ont une prise mix et que bah, il y a une petite erreur technique, et bah, le biceps saute. Et du coup, bah, il m'a opéré, il a pris une perceuse, il a foré dans mon avant-bras 2 trous, il a rattaché le tendon à l'intérieur avec un câble, et après il a mis une plaque en métal dessus, et voilà. Et ça va faire 2 ans là, le 4 avril, et j'ai récupéré à 100%, ce qui est très rare selon lui. Il m'a dit que normalement les gens récupèrent à 80% max. Mais je pense que là où c'est biaisé, c'est qu'en général, il n'a pas des gens qui entraînent autant le haut du corps, parce qu'il a souvent du coup des rugbyman et des déménageurs.
Donc c'est pas des gens qui poussent comme nous le haut du corps. Et donc moi je lui ai dit que non, je récupérais 100%. Donc c'était un petit peu une sorte de challenge entre nous. Et après le deuxième contrôle, il était impressionné, il m'a dit ok, ouais, bon bah ouais, tu vas récupérer 100%. Et là, bah, j'ai récupéré 100%. Donc voilà, je pense que c'est la plus grosse blessure que j'ai eue. Après, bon, j'aurais eu de tendinite, j'ai arraché du cartilage par-ci par-là, mais dans cette discipline calisthenics et streetlifting, c'est à peu près tout. Ah si, j'ai eu un semi-déchirement de l'insertion du grand rond, du brachial et du petit pec sur les anneaux parce que j'avais essayé de faire des swings. Et en fait, j'ai pas du tout de mobilité, hein. Je suis pas du tout souple, ni mobile. Et c'est un gros point faible d'ailleurs qu'il faut que je travaille. Mais voilà. Et mon épaule s'est disloquée et elle s'est remise. Mais en fait, en se disloquant avec l'inertie, ça a à moitié déchiré les 3 insertions. Donc pendant 7 mois, je pouvais pas lever le bras et faire une traction, quoi. Donc voilà. Mais ça, c'était rien par rapport au biceps. Voilà. C'est du pipi de chat. C'est vrai qu'en calisthénie, on passe tous par des gros. C'est vraiment un sport quand même où la blessure peut vite arriver, quoi. Quand c'est grave comme un biceps qui pète, c'est quand même le summum, quoi. Ouais. Ouais, je pense que ouais, sur ça, des gens ont peur que ça arrive. Alors, il faut dédramatiser. Franchement, ça arrive rarement. Et quand ça arrive, c'est que, enfin, c'est multifactoriel. Moi, j'étais en surentraînement. J'étais dehors, il faisait 6 degrés. Donc, j'étais en débardeur. Les tendons, ça déteste le froid. Et donc, quand on fait une figure de force, forcément, avec les bras tendus, voilà. C'est justement le dernier truc à faire. Bon, bah, je l'ai appris the hard way, mais voilà. Donc, si jamais quelqu'un écoute ce podcast et qui s'entraîne dehors en ce moment, voilà, fais très attention parce que le tendon te guette. Faites pas de back lever en supination, Ah, surtout si vous avez l'habitude. Euh, et je voulais rebondir aussi, ouais, donc dans ta blessure, dans ce processus de réhab, c'est à ce moment-là que tu t'es pris en charge par Stenix, que t'as commencé le coaching avec Stenix. Donc pour ceux qui savent pas, je me suis aussi fait coacher par Stenix pendant 1 an et demi, et Mathieu depuis 1 an, je pense. Et donc on va sans doute parler un peu de ça parce qu'on a on a une bonne expérience avec eux, et on va se rejoindre quand même sur beaucoup de principes communs. Est-ce que c'est pendant cette réhab ou c'était après? Parce que il me semble Alors, que sur le Discord Stenix, ils avaient parlé un peu de ta réintroduction à l'entraînement, je pense. alors, en fait, Stenix, c'est pas directement après. Donc, j'ai eu ma blessure. Après, j'ai fait ma rehab de mon côté parce que, enfin, il y a des kinés qui sont sûrement compétents, enfin que je connaissais pas à l'époque. Par exemple, quelqu'un qui s'appelle Fred Kos sur Instagram, qui m'a l'air vraiment très très compétent. J'ai jamais travaillé avec lui, mais franchement, si je me reblessais, je pense que ce serait vraiment vers lui que je me tournerais. Euh, mais du coup, j'ai fait de mon côté en respectant toujours ce qui est progressive overload, choses comme ça. Regagner d'abord la mobilité, choses comme ça. Et en 4-5 mois, j'ai pas retrouvé mon niveau, mais je pouvais de nouveau faire des muscle-up, refaire recharger en traction, des choses comme ça. Et j'ai continué comme ça. Et en fait, au bout de 8 mois, 9 mois, j'ai commencé à repartir comme avant. Donc à refaire trop. Et après, je suis parti 2 semaines au ski. Et en fait, pendant ces 2 semaines au ski, j'ai commencé à avoir des douleurs un peu partout, des tendines qui se sont déclenchées. Et là, je me suis dit, bon, en fait, tu vas refaire comme avant, donc voire peut-être pire, refaire le biceps ou l'autre. Donc, il faut que tu trouves quelqu'un qui est capable de te canaliser et en qui tu as confiance. Donc, du coup, j'ai commencé à regarder les offres de coaching. Et donc, je suivais Stenix depuis longtemps.
J'ai commencé à regarder leurs athlètes, leurs résultats, leur philosophie d'entraînement. Et je me suis dit, bon, je vais faire un call avec eux, je vais voir comment ça se passe. Et donc, j'ai parlé avec Denis. Donc pour ceux qui savent pas, il y a deux coachs. Il y a Léo et Denis. Maintenant, il y a un troisième qui s'appelle David, mais bon, voilà. Et on s'est tout de suite très bien entendu. Du coup, je me suis dit, bon, il faut tester, tu vas apprendre, tu vas prendre plus de connaissances. Ce sera bien pour toi et pour les gens que tu coaches. Donc, il faut le faire. Et on a commencé très très light parce que j'avais aussi des douleurs à l'épaule, au niveau de la coiffe. Euh, donc c'était à base de, j'avais le droit de faire deux fois, deux fois dans la semaine des HSPU et le volume c'était 3 sets de 1. Tu vois. Enfin, c'était à ce niveau-là. Donc pour quelqu'un qui faisait, je sais pas, je faisais 50, 60, 70 HSPU par session, où il y en avait 3 dans la semaine, tu vois, j'avais un volume, on va dire, de 200 HSPU par semaine. Passer à 6 HSPU, c'était très très dur. C'était... Mais bon, c'est ce qu'il faut, hein, mais c'est juste qu'au début, psychologiquement, t'es mal, quoi. T'es en mode, putain, qu'est-ce qu'il fait? Il fait exprès pour me saborder ou comment ça se passe, tu vois, genre. Et du coup, petit à petit, avec des exercices de bodybuilding, des trucs que moi, j'avais un a priori dessus parce que j'aimais pas ça. J'ai appris à aimer, entre guillemets, j'ai appris à comprendre pourquoi c'est intéressant, comment les implémenter et pourquoi les utiliser. Et du coup, maintenant, je regrette pas du tout. Je suis très content. Denis, c'est un pote. Et, grâce à lui, j'ai retrouvé mon niveau. Donc pas sur les figures statiques parce que ça, on les a enlevées. Mais, mais, mais sur tout le reste, j'ai retrouvé mon niveau, voire j'ai quand même progressé. Et ça fera un an en avril que je suis coaché par Denis. Ok, ok. Ouais, parce que je pense ils avaient réillustré un peu ta réintroduction à l'entraînement. Je crois que sur le Discord, il avait mis, ok, dans le premier macro, on refaisait genre 3 séances par semaine, et je voyais le volume, et puis je voyais ton niveau actuel. Je me disais, tiens, là, ça devait être dur, et je me dis, ça, c'est une remise de blessure, ou alors c'est juste une réintroduction extrêmement lente. Puis il avait fait le switch à 4, et puis on a vu un peu ta prépa vers les compètes. Je pense que quand il avait un peu illustré le plan, et vu que je voyais un peu ce que tu faisais actuellement et tout, je voyais bien la logique, et je trouvais ça assez intéressant, quoi. Ouais, bah oui, oui, clairement. Enfin, sur ça, il n'y a vraiment rien à dire. Il a été parfait. Il y a pas de. Enfin, franchement, j'ai rien à reprocher. Ça a toujours été très bien. Et surtout, il arrive à trouver les bons mots. Tu vois, c'est important. Enfin, parce que tu as deux coachs. Tu as Léo, donc Léo qui est aussi très très bon, qui est d'ailleurs été entraîné par Ivan aussi, Ivan Kashtaz. Mais Léo, il est plus. De toute façon, on lui a dit, c'est un robot, tu vois. Ouais, c'est un robot. Donc, c'est un robot, et moi, j'ai besoin d'avoir un peu. Enfin, c'est pas de l'émotion, mais quelqu'un qui comprend les phases où tu es et qui va se mettre à ta place, qui va comprendre tes attentes. Lui, il a son plan qu'il veut te faire, mais il fait une sorte de compromis, tu vois. Il te dit, bon, normalement, tu as le droit de faire voilà, 6 HSPU par semaine. Je dis, bah, j'en faisais 200. Donc, il va pas mettre le curseur à 100, mais il va dire, OK, fais-en 6. Et si au bout de 6, tu vois que tout va bien, tu peux monter à 10, voire 15. Mais vraiment, si tu sens que la moindre petite douleur, t'arrêtes directement. Et du coup, il te laisse un peu de marge de manœuvre, tu vois. Plutôt que d'avoir un truc rigide où je sais que Léo, il m'aurait dit, non, c'est 6. Tu vois, et genre ça, moi, c'est un truc qui m'aurait pas plu. Donc voilà. Ouais. Moi, j'avais pu expérimenter un peu les deux, hein, comme je t'ai dit. Donc, j'aimais bien un peu Denis pour vraiment les cues. Mm. Il était vraiment très bon là-dedans. Et après, quand je vois la logique de progrès de Léo, je suis wow, niveau aussi être conservateur et ne pas trop pousser ou quoi. Léo, il est bien carré là-dessus, quoi. Donc Ouais. ouais, c'est une chouette logique. Et est-ce que tu t'es quand même rendu compte que tu progressais mieux en faisant 3 fois 1 ou avec l'évolution qu'en faisant 200?
Alors, j'ai quasiment à mon niveau d'avant. Pour moi, en fait, tu vois, quand tu as un objectif, pour moi, on peut matérialiser ça comme une montagne. Tu vois, tu as une montagne, le but c'est d'arriver en haut. Alors, tu peux aller par, on va dire, je sais pas, 30, 40 chemins différents, tu vois. Tu peux soit y aller tout droit en disant, bah, je vais faire mon truc. Donc, c'est ce que je faisais avant. C'est-à-dire que tu prends pas en compte les recherches, tes pairs ou des choses comme ça. Tu dis, moi, je pense que ça se passe comme ça. Et il y a du vrai parce que tu t'écoutes, donc tu sais de quoi tu es capable, de quoi ton corps est capable, jusqu'à un certain point, bien sûr. Mais tu peux avancer très vite comme ça. Ou alors, tu peux prendre un guide, quelqu'un qui te dit, bah, je connais les chemins, je vais te faire passer par tel chemin, ça va pas être tout droit, ça va être en zigzag, mais on va arriver en haut. Et Denis, bah, c'est le guide, tu vois. Donc moi, j'étais plus dans la logique avant, je vais tout droit, je fais le têtu et je fais le camion. Donc du coup, avoir cette logique-là de guide qui te dit, ben, je comprends par quoi tu passes, je sais où tu vas aller, et du coup, on va commencer par là. Donc tu te dis au début, bon, bah, de toute façon, c'est pour ça que je paye, donc il va falloir le faire, tu vois. Mais donc en termes de progression, je pense que forcément leur approche est mieux, mais la mienne était plus rapide, mais beaucoup plus traumatisante. Et si t'as pas la génétique et les connaissances derrière en nutrition, en termes de, euh, de récup pour pouvoir backup ce que tu fais à l'entraînement, tu pourras jamais tenir enfin, les entraînements que je faisais. Donc Ouais, c'est un peu de la grosse science entre guillemets. Enfin, c'est pas de la grosse science, tu vois, c'était beaucoup du supra max RM excentrique. Donc, tu vois, par exemple, bah, je prenais une charge que j'étais pas capable de faire en concentrique, donc typiquement les 40 kg HSPU, mais je savais que j'étais assez fort au niveau excentrique pour le faire. Donc, je faisais des sets d'excentrique à 40 kg avec une belle forme. Mais le problème, c'est que ça stresse énormément tes structures, donc tes tendons, tes fascias, tout ça. Et du coup, bah, c'est peut-être pour ça que ça a fragilisé mes biceps, parce que même si dans la HSPU, tu utilises principalement tes triceps sur la remontée, quand tu freines et que tu passes l'angle de 90 degrés, ton biceps rentre en compte. Et quand il est mis sous stress bah, avec les poids avec lesquels j'utilisais, je pense que ça a mis une grosse pression dessus. Tu vois. Donc oui, l'approche de Denis a été bonne, la réintroduction très lente, mais les résultats parlent d'eux-mêmes parce que aujourd'hui, je peux refaire 25 kilos sans problème, tu vois. Donc, je suis pas revenu à mon niveau d'avant qui était 30, mais je suis quand même pas loin. Voilà. En un an, vu de l'endroit où on partait, c'est bien. Très bien. ouais. Puis en ayant combiné aussi d'autres objectifs en même temps, Ouais, ça on va y revenir. Et je voulais juste revenir aussi là-dessus. Ouais, j'imagine quand on va dire, honnêtement, je pense qu'on peut dire que t'es gifté quoi génétiquement pour ce sport parce que c'est pas pour rien que t'arrives quand même à faire des HSPU à ce poids-là et que t'avais vraiment des belles progressions, des belles perfs aussi, enfin, ces HSPU aux anneaux ou quoi. Et je pense qu'en calisthénie, on voit beaucoup de personnes qui sont comme ça. Donc c'est full planche everyday, séance de 4 heures, etc. ouais, Et quand on essaie d'appliquer ça à Monsieur, Madame, tout le monde, ou même la plupart ou même peut-être 90% des personnes ouais, qui sont certes motivées, mais elles vont pas récupérer comme ça et appliquer selon l'entraînement, c'est pas la même chose. Et donc c'est pour ça que je pense que se baser sur des recommandations un peu plus cohérente en style de deux fois trois de 6 séries par semaine de HSPU, ça va marcher sur la plupart des gens et même sur les gens doués, ça va marcher aussi. ouais. Et c'est pour ça que c'est parfois plus intéressant d'être sûr que de trop forcer quoi. Mais je pense Ouais, que c'est bien parfois quand t'as cette capacité d'être doué, on va dire, d'avoir tryhard comme tu l'as fait. en fait, enfin, pour moi, c'est un sujet qui est super intéressant, mais enfin, pour l'instant, dans ma recherche de réponse sur ce sujet-là, euh, je pense que ça se fait parce que, tu vois, dans ma famille, il n'y a personne qui est gifté génétiquement. C'est juste qu'il y a un moment dans ma vie où je me suis dit, je veux être fort. Et donc, du coup,
Donc j'avais quoi? J'avais 13 ans, 14 ans peut-être. Et le soir, dans ma chambre, j'écoutais la radio et je faisais des nuits où je faisais 1000 dips sur le bord de mon lit, 1000 pompes. Le lendemain, après, je prenais 2 jours de repos et je recommençais, tu vois. Donc, c'est une sorte de volume, mais genre, quand t'as 13 ans, 14 ans, ton corps, il est en construction, tu vois. Donc, en fait, il ingère, je pense, des informations qui fait que plus tard, t'as tellement conditionné ton corps, finalement. C'est comme tu vois, je vois maintenant un père, là, qui a un bébé de 6 mois, il le met déjà sur des anneaux, le bébé, il arrive à tenir les anneaux et tout ça. Il fait des swings. Enfin, tu te dis, bon, bah, lui, plus tard, forcément, on pourra dire qu'il est gifted, mais c'est parce qu'il a eu ce stimulus à ce moment-là qui fait que il est comme ça. Donc, je sais pas quelle part de génétique fait que, et je sais pas si c'est un besoin en moi. D'où est-ce qu'est né ce besoin? Je sais pas non plus. Est-ce que c'est parce que mon corps savait que je pouvais le faire, ou est-ce que c'est mon cerveau qui a dit à mon corps, on va le faire? Ça, je ne saurais jamais. Mais il y a cette partie-là intéressante où tu te dis, alors, je veux être fort, et bah, qu'est-ce que je fais dans ma chambre? Je fais des pompes, je fais des dips, ou c'était tout con, hein, mais je mettais des ankle weight, des poids de cheville sur les poignets, et pendant 30 minutes, je faisais des curls. Donc ma série durait 30 minutes. Tu vois? Et genre, c'est des trucs où tu dis, mais enfin, à quel moment tu dis, enfin, jamais tu dirais ça dans un programme. Mais c'est juste que quand t'es petit et que, je sais pas, t'as rien d'autre à faire, parce qu'il y avait pas Instagram, il y avait pas enfin, t'avais des ordi et tout, mais bon, tu vois, quand t'as des parents qui te disent, bah non, t'auras pas d'ordi, bon, bah, t'as juste à écouter la radio ou à lire un livre. Et bah, moi, je faisais des curls dans ma chambre pendant des séries de 30 minutes, tu vois. Et donc, c'est pour ça, on me dit que j'ai une génétique bras, mais est-ce que j'ai une génétique bras ou est-ce que je l'ai faite, ma génétique bras, en faisant des choses comme ça, tu vois? Je sais pas. J'ai pas la réponse à la question, mais je pense que si tu prends un enfant qui est bien nourri, qui dort correctement, qui a une vie normale et que tu lui appliques ce genre de stress, je pense que après il aura des perfs, enfin des grosses perfs, parce que il aura mis tellement de stress sur son corps à ce niveau-là et un stress qu'il peut récupérer, parce que s'il peut pas récupérer, forcément il va se blesser. Et bah, je pense que les gens seraient plus forts. Ouais. Voilà, je te rejoins assez bien, hein. Je pense que le corps est assez modelable quand on est jeune, hein. Enfin, je pense que la génétique, ça pourrait se comparer aussi au passé de sportif. Donc, par exemple, un jeune gymnaste qui a fait de la gym de 6 à 18 ans, il va, tu vas regarder en général ses insertions, tous ses muscles seront presque longs, on va dire. Il y aura des insertions assez favorables. Ah bon, après, est-ce qu'il a fait de la gymnastique parce il avait la génétique pour et qu'il a continué jusqu'à ce moment-là? Après, je pense que c'est quand même prouvé que les muscles sont plus modelables, on va dire, en termes d'insertion à l'adolescence. Donc, on va dire si tu as des biceps courts, ils peuvent encore être plus longs quand tu es jeune, mais une fois que tu es adulte, là, tes Ouais. biceps courts, ils pourront plus être longs. Ça, je crois que c'est un peu, je sais pas si c'est vraiment prouvé, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de pistes là-dessus. Et donc, ouais, finalement, je pense que la génétique, ça revient un peu à ça. Mais maintenant, tu pourrais dire, tu vas voir quelqu'un, il va mesurer 1m90 et même s'il a fait du sport, il serait quand même 1m90 et peut-être qu'il aura des fémurs extrêmement longs et des insertions très peu favorables. Et donc, ce mec-là, s'il essaie de faire des volumes d'entraînement de port ou alors même un mec qui est plus programmé peut-être pour l'endurance, qui est moins bon pour la force, naturellement, voilà, il sera peut-être moins capable de progresser comme même comme moi, comme nous, quoi. Oui, bien sûr. Mais après, il y a aussi cet aspect mental-là qui fait que Ouais. moi, est-ce que tu veux vraiment ton truc, tu vois? Donc, est-ce que tu le fais parce que c'est la hype, parce que tu trouves que le calisthenics c'est cool, ou est-ce que tu le fais parce que tu es vraiment toi contre toi et tu te dis non, mais je sais que je peux y arriver, donc je vais y arriver. Et c'est des trucs un peu motivationnels de bullshit, mais et tu te dis voilà, j'y vais quoi, tu vois, tu te donnes pas le choix. Enfin, tu vois, je fais un exemple à la con, mais quand je voulais le front lever, pour moi c'était la figure que j'allais avoir en premier. Je forçais tellement avec l'élastique que je me suis arraché du cartilage au niveau des côtes parce que les muscles se contractaient trop, tu vois. Et c'était là, je me suis dit, ok, bon, il faut chill un peu, faut être un peu plus détendu.
Mais c'était à ce point-là, tu vois. Et donc ça, c'est multifactoriel de toute façon, hein. Mais bon, tu vois, si un mec, comme tu as dit, un mec de 90, 1m90 qui veut faire des full planches, ça va forcément être beaucoup plus dur qu'un mec, bah, je sais pas, de ma taille, je fais 1m75. Voilà. Bah, forcément, je vais être avantagé par rapport à lui, tu vois. Je l'aurai normalement plus vite que lui. Ouais. Ouais, je te rejoins bien sur l'aspect mental. C'est vrai que c'est intéressant aussi. Nickel, nickel. Donc, j'aimerais parler un peu de tes entraînements. Donc, Ouais. au niveau de, donc, actuellement, c'est quoi un peu tes objectifs? Donc, t'as participé à une compétition, donc t'as vraiment cet aspect street lifting. T'as toujours cet Ouais. objectif de traction lestée. Le front lever, moi, je vois que tu le maîtrises quand même vachement bien. Donc là, tu le fais en maintenance avec des rises to hold. Ouais. Et donc, décris-nous un peu, voilà, tes entraînements, tes objectifs, voilà, en termes de street lifting, etc. Alors, pour l'instant, j'ai un split sur 4 jours, avec ouais, une petite maintenance au niveau du front. Mais honnêtement, c'est un mouvement que j'ai tellement pratiqué que, tu vois, une fois, pendant 8 mois, j'avais pas fait une seule fois un lever. J'ai recommencé, donc il était pas super clean, comme quand tu entraînes, mais je l'ai tenu genre 8 secondes sans problème, tu vois. Donc pour moi, il y a des mouvements comme ça où tu l'as tellement fait que ton corps ne peut plus oublier. C'est comme le vélo, tu vois. Alors après, il y a voilà, les petits déchets techniques, mais voilà. Donc je fais juste 2 séries de front par semaine, avec de la position dead hang en raise et un hold de 3-4 secondes, euh, 2 fois. Après, j'ai donc sur mon split, donc 4 jours, j'ai 2 jours upper body et 2 jours un petit peu upper et legs. Donc, bah, sur le premier jour upper, j'ai traction dips, HSPU et renfo. Le deuxième jour, j'ai HSPU, muscle up, 90 et jambes, avec renfo jambes. Troisième jour, encore upper, donc la même chose que le jour 1. Et quatrième jour, pareil que le jour 2. Donc, c'est à peu près tout. Je voulais pas intégrer trop de figures statiques, par exemple la planche. Denis voulait m'en mettre, mais moi je lui ai dit que c'était quelque chose qui allait prendre beaucoup de ressources. Même si à un moment on avait refait un peu, je recommençais à tenir ma straddle, mais en fait au niveau du biceps, avec la blessure, ça a quand même laissé des séquelles. Donc pour moi, ce sera plus tard. Je sais qu'en 3-4 mois, je la retrouverai sans problème, mais c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire maintenant. Donc on a juste laissé en statique le front. J'avais pour objectif de reprendre la croix de fer, mais pareil, ça revenait bien, mais j'ai senti que sur les épaules et sur les biceps, c'était vraiment très stressant avec ce que je faisais à côté. Donc je l'ai enlevé aussi. Donc là, je me focus vraiment sur le street lifting. Donc sur les 4 mouvements, muscle up, chin up, dips et squat. Avec bah, l'objectif de faire la qualif des championnats du monde qui vont se dérouler cette année à Francfort. Ce sera le 30 septembre et le 1er octobre, donc sur 2 jours normalement. Et en termes de perf, donc moi je suis en catégorie moins de 80 kg. À l'année, je suis à 83-84 kg, mais pour la compète, je descends. J'aimerais bien sortir 40 kg en muscle up, parce que je sens que j'ai encore beaucoup de marge sur le mouvement. Vraiment, quand j'ai pas de douleur aux avant-bras, je peux pousser beaucoup le muscle up. En traction, j'aimerais bien arriver à 85 pardon. En dips, 140. Et en squat, plus de 200. Donc voilà, je pense que c'est atteignable dans le temps imparti. Avec les sensations que j'ai à l'entraînement en ce moment, en discutant avec Denis, c'est des choses qui sont dans l'ordre du possible.
Mais même en ayant tout ça, ça donnera même pas une première place, ni même un podium, je pense, parce que vu les gens qui sont dans cette catégorie-là, c'est clairement des monstres, hein, donc bon. Donc on verra, mais j'y vais vraiment pour dépasser mon total de l'année dernière, qui était un total qui reflète pas vraiment euh, mon niveau entre guillemets, parce que en fait, donc le street lifting, il y a 3 mouvements haut du corps et un mouvement bas du corps, mais le mouvement bas du corps, il contrebalance totalement les perfs du haut du corps. Si tu veux, pendant les championnats du monde, après les 3 passages du haut du corps, j'étais 3e au classement général. Et après les jambes, j'ai dégringolé à la 7e place. Donc bon, voilà. Après, c'est faire, hein, c'est normal, c'est comme ça. Mais moi, j'aimerais bien, je sais que ça va peut-être faire grincer les dents certaines personnes, mais mettre un coef, pas sur le squat, parce que le squat, il faut avoir un gros squat, on est d'accord, mais mettre un coef sur le muscle-up. Parce que le muscle-up, c'est quand même notre mouvement de notre discipline. Du coup, il faudrait le mettre à l'honneur. Et le travail qu'il faut pour avoir un muscle-up à 40 kg, vs un squat à 200, c'est pas du tout la même chose. Enfin, là, je pense que les 200, dans allez, 2 mois, 3 mois, c'est ce qu'on fait. Peut-être 4, voilà. Comme ça va pas être trop gourmand. Donc, on va dire que j'aurais fait des squats pendant 1 an et 2 mois. J'aurais sûrement atteint la barre des 200. Alors qu'un muscle-up à 40 kg, ça fait 6 ans que je fais des muscle-up. C'est quand même autre chose, quoi. Donc, et même quand on se rend compte sur le total, par exemple, d'un athlète comme Baki, qui est le meilleur au monde, son muscle-up à 42 kg, ça représente 17% de son total par rapport aux dips, aux tractions et aux squats. Donc, je trouve que c'est pas révélateur du travail fourni derrière. Et je trouve que mettre un petit coef, je sais pas, 2,5, 3 sur le muscle-up, ça engagerait les gens à plus travailler ce mouvement-là. Et surtout à dire aux powerlifters, j'ai rien contre les powerlifters, mais que s'ils veulent venir en street lifting et qu'ils font un muscle-up à 2,5 kg, voilà, ça va quand même les faire chier, tu vois. Parce que si là, ils arrivent et ils ont 300 squats, bah forcément, le muscle-up 2,5 et ils s'en foutent derrière. Donc c'est le jeu, c'est pas de leur faute, hein, mais juste, moi je trouve qu'on devrait mettre à l'honneur ce mouvement-là euh, et laisser un coef 1 sur traction, dips et squat, mais qu'au moins le muscle-up soit mis sur un piédestal. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est le grand débat des coefs. Hein. Ouais, vas-y, je te laisse, Morgan. Ok. Alors, plutôt d'accord pour que il n'y ait pas ce phénomène des powerlifters fassent leur première meet de street lifting et fument tout le monde grâce à leur squat fantastique. Après, alors oui, c'est vrai. Je pense que un coefficient sur le muscle-up permettrait de pondérer globalement l'importance que ça a donc par rapport aux autres mouvements. On pourrait aussi dire que souvent les bons tractionneurs sont aussi de bons muscle-uppers, du coup que ceux qui sont forts en tirage auraient 2 mouvements, même si la somme de la traction et du muscle-up, ça reste inférieur au dip, ça reste inférieur au squat. Je pense qu'un autre système qui pourrait fonctionner pour pondérer tout ça, ce serait peut-être d'avoir un classement. Alors, ce serait compliqué à mettre en place, mais suivez bien. Ce serait d'avoir un classement par mouvement. Et le classement que tu aurais vis-à-vis des autres compétiteurs te donnerait un nombre donné de points. Et le ranking total serait la somme de tes points gagnés sur les 4 mouvements. Par exemple, si vous êtes 6 dans la KT, celui qui sort le meilleur muscle-up gagne 6 points. Celui qui sort le pire muscle-up gagne 1 point. Celui qui sort l'avant-dernier pire muscle-up gagne 2 points. Voilà, pareil sur chaque mouvement. Et du coup, en fait, ça pondérerait naturellement dans le sens où il faudrait évidemment être le plus fort sur tes mouvements, mais comme ça, tu paierais davantage cher le fait d'être mauvais sur un mouvement donné. Bon, après, du coup, ça sortirait totalement, comment dire, mathématiquement, ton total n'aurait plus de sens et il n'y aurait même pas ce ratio. Tu gagnerais juste un nombre de points donnés par mouvement, ce qui est peut-être quelque chose qui est déjà fait dans des sports comme du décathlon, peut-être, des choses du genre, qui sont des sports où du coup tu compares des perfs de durée à des perfs de distance.
peut-être même des pertes de charge. Donc je pense que ce serait également une solution à explorer. Intéressant, ouais. Et ça, on n'avait pas déjà parlé de ça. Je crois que c'est la première fois, Alexandre, que je sors cette idée-là. Non, ouais, on J'y en avais avait déjà pas réfléchi. encore. On avait déjà dû en parler peut-être à l'époque avec Gwendal, quelque chose du genre. Ouais, je pense que sur la première compète, on avait discuté un peu des ratios parce qu'on était justement en train d'organiser ça. On se disait comment est-ce qu'on va calculer, mais finalement, ouais, on a gardé les trucs classiques. Puis on s'est inspiré des Français, quoi. Ok. Après, ouais, ce que j'aime bien, mais qui n'arrivera jamais, c'est d'avoir 2 mouvements de poussée, 2 mouvements de tirage et un mouvement de jambe. Et donc, du coup, le mouvement de poussée, vous vous en doutez, ce serait d'intégrer les handstand push-up. Ça a été fait en Italie. Il y a eu 2 compétitions, ils l'ont fait. Et c'était fait de la manière suivante. Donc, bon, pour éliminer la composante balance, c'était contre le mur, en déficit. Et donc, tes épaules devaient arriver au niveau de tes poignets. Voilà, sans banane excessive. Mais bon, forcément, une petite banane quand t'es contre le mur. Voilà. Et donc, du coup, bah, t'avais des HSPU en plus. Mais bon, je pense que c'est encore trop une niche, même dans notre sport qui est déjà une niche. Donc ça ne se fera pas, mais ce serait dommage. Enfin, ce serait vraiment cool de l'avoir pour justement avoir ce ratio de tirage, de poussée, un jambe, et ça ferait un peu je sais pas, l'athlète ultime, quoi. Tu fais full épreuve toute ta journée. Bon, tu serais sûrement rincé à la fin. Mais je sais pas, je trouverais ça. Tu rajoutes des lifts aussi, alors 2 jambes. Deux jambes, là, voilà, À la fin de ta compète, t'es rincé. Déjà en street lifting, quand t'arrives au squat, j'avais cette réflexion-là et par rapport au power, déjà le power, bah t'as 3 mouvements et parfois on peut parler de la fatigue que chacun génère. Mais en street ouais. lifting, l'air de rien, la traction et le dip, c'est pas du bench non plus, quoi. Et donc sur ton squat, t'arrives quand même potentiellement un peu rincé, quoi. Une fois qu'on a participé à ça. Surtout si tu gères mal tes efforts et que tu vas à l'échec dans tes attempts, c'est-à-dire que sur le muscle up, c'est pas trop grave si tu fails parce que tu vas pas donner trop d'énergie. Tu montes, enfin tu tires, tu montes pas. Bon ben voilà, t'as pas donné trop d'énergie et tant pis. Sur une traction où tu vas essayer de grind les quelques derniers centimètres, là tu vas commencer à mettre beaucoup d'énergie. Et le dips, quand tu descends et que tu grindes 5-6 secondes et que tu pousses, tu donnes tout ce que tu as et que tu finis pas ton mouvement, mentalement c'est très très dur et physiquement tu as cramé ton système nerveux. Donc après tu rentres dans le squat et là c'est toi contre toi et c'est vraiment difficile quoi. C'est pour ça que c'est super important je trouve d'avoir une bonne stratégie en rentrant dans la compète, de faire un easy opener, tu vois. Par exemple là au championnat de France, moi j'ai fait un opener où c'est impossible de rater. C'est-à-dire, enfin, c'était 20 kilos pour moi. 20 kilos, c'est une charge même sans avoir dormi pendant 2 jours. C'est obligé qu'elle passe, tu vois. Donc c'est vraiment un truc pour te mettre en confiance et mentalement, tu as un lift qui est validé. Le deuxième, c'est censé être un truc où c'est un peu dur, mais tu sais que normalement tu vas l'avoir. Et le troisième, tu peux te permettre d'aller chercher un petit PR, tu vois. Et tu fais ça sur tous tes mouvements et tu vois comment ta compétition, elle s'avance. Et bah, si par exemple au dips, tu commences à être un peu claqué et tu sais que de toute façon, ça sert à rien d'aller te cramer nerveusement pour 10 kilos sur un dips, sachant que derrière, tu as le squat, et là, tu vas pouvoir rajouter peut-être 20 kilos, et tu vas pouvoir tacler tout le monde. C'est plus stratège de faire ça, plutôt que de dire je vais max out sur tous mes lifts, et je vais bien voir, tu vois. Et j'ai trouvé que sur certains athlètes, justement, je sais pas comment ils avaient géré leur compétition. Peut-être qu'ils se sont mal pris ou avec la pression, je sais pas, et je trouvais que leur lift, ça reflétait pas ça du tout, et ils se mettaient dans le rouge dès le début, tu vois. Et bah, du coup, je trouve qu'après, bah, tes performances, elles prennent chaque fois. Ouais, ouais. Ouais, je te rejoins assez bien. Moi, j'ai eu une moins bonne expérience. J'ai fait aussi une première compétition et je crois que le dips m'avait un peu flingué. Enfin, j'ai l'impression que rater son dips, ça tabasse un peu, quoi, par rapport au reste. Enfin, et puis, si ta traction était déjà overshot avant aussi, ça fait mal, quoi. Donc, Ouais, finalement, tout le reste de ta compète, bah voilà, c'est la gestion de compétition. Je pense en streetlifting, on a parfois un peu moins de recul qu'en power avec le temps, mais bah, finalement, la discipline évolue bien, donc on va un peu se rendre compte de ce qu'il faut faire un petit peu plus optimalement, quoi.
Ouais, carrément. Yes. Je vais laisser Morgane te poser des questions, peut-être sur ce que tu veux, peut-être aussi niveau nutrition. Est-ce que vous avez un peu cette double casquette en commun? Ouais, vas-y. Euh, Blague de la casquette, car je porte une casquette à envers pour les auditeurs qui n'ont pas la vidéo. Alors, ouais, juste, j'ai une question. Je sais pas si tu as dit en off ou là au début du podcast. Donc oui, tu es nutritionniste et tu t'intéresses à l'agroalimentaire, certainement à la création d'une marque de compléments alimentaires également. Bon, en vrai, c'est deux questions. Tout d'abord, bah, quelle importance toi tu donnes aux compléments alimentaires dans le grand schéma des choses de ta nutrition actuelle? Donc, quels sont tes compléments du moment et comment dire, ta position sur l'importance des compléments, bon, qui est assez mineure, mais si tu peux me dire quelques mots là-dessus. Et la deuxième question, c'est bah, parle-nous plus en détail de ton projet de création de compléments alimentaires. Alors, moi, les compléments alimentaires, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la cerise sur le gâteau. Tu vois, si ta diète, enfin, t'as pas besoin d'être carré, mais si tu te nourris pas pour récupérer tes entraînements, tu peux prendre tous les compléments que tu veux, ça va pas fonctionner. Donc les compléments, c'est vraiment en fonction de tes problématiques, de est-ce que tu te sens fatigué à l'entraînement? Si oui, est-ce que tu as des bons ratios de glucides complexes, glucides simples, tes protéines, comment va ton microbiote? Enfin, il y a 10 000 paramètres à checker. Mais il y a quelques compléments, quelques basiques, on va dire, auxquels il faut pas couper, je pense. C'est bah, tout simplement tout ce qui va être vitamine D quand tu es dans des villes comme Paris ou enfin, voilà, des endroits où c'est pas du tout ensoleillé. Donc ça peut être très intéressant. Tu as forcément le magnésium, mais il faut regarder la forme. Donc quand tu prends un magnésium lambda, que tu prends pas du bisglycinate par exemple, couplé avec tout ce qui est taurine, vitamine B6 pour une bonne absorption, bah, tu vas pas forcément bien assimiler. Donc du coup, il servira à rien. Donc pour moi, la base, ce serait vitamine D et magnésium. Euh, Après, je trouve que le sel, c'est très important aussi pour gérer ton hydratation. Donc pendant l'entraînement, avoir un peu de sel dans ton eau ou prendre des eaux. En France, on a tout ce qui est Saint-Sior et l'autre, j'ai oublié, mais bon, c'est des eaux salées naturellement, qui contiennent beaucoup de carbonate. Du coup, ça tamponne aussi on va dire, ton acidité d'entraînement, enfin tes ions en tout cas. Moi, je trouve que c'est un gros game changer quand je m'entraîne et que je l'ai pas ou quand je l'ai. Et après, dans les compléments pas obligatoires, moi j'aime bien tester les trucs. Donc, par exemple, me supplémenter en taurine, me supplémenter en B1 ou B3, tester un truc comme le shilajit ou enfin tu vois des espèces de plantes comme ça. Euh, c'est pas des trucs bon qui vont te rajouter 10 kilos sur ton muscle up, mais ça peut être des trucs qui te font du bien mentalement, tu vois. Par exemple, j'avais cette discussion avec un pote à la salle qui me disait ouais, moi je prends des BCA, qu'est-ce que t'en penses? Je dis bah très honnêtement, les BCA c'est de la merde, ça sert à rien. Ça a été prouvé par plein d'études que ça n'aide en rien si tu as ton quota protéique et que tu fais pas un semi-marathon, enfin pardon, un ultra trail de 160 bornes où là, bon, éventuellement, tu peux avoir une utilité et encore. Euh, mais il y a aussi l'aspect psychologique où il me dit, bah, c'est dans ma routine, je me fais mon truc et je prends mes BCA. Et du coup, je dis, bah, ça, tu vois, ça pour moi, c'est super important. Et donc, ça te met un peu dans ta zone où tu vas aller t'entraîner et tu penses que le BCA te fait du bien. Donc, si tu n'as pas de problème d'argent et que tu as envie de prendre des BCA, bah, continue. Mais d'un point de vue scientifique, ça ne sert à rien. Voilà, c'est un peu ma vision. Ok, est-ce que tu prends la créatine également? Tu l'as pas cité? Créatine monohydrate? Créatine, j'en prends, mais pareil, j'en prends un peu en dilettante. J'ai un peu la flemme de temps en temps. C'est pas quelque chose qui me. En fait, je mange déjà beaucoup de viande,
Donc après, je pense que je suis pas saturé du coup au niveau des récepteurs, mais on va dire que j'en prends, allez, tous les 2 jours. Tous les 2 jours, je me prends 5 grammes. Euh, voilà. Mais c'est quelque chose que je conseille, hein, bien sûr. J'en parlais encore avec des potes. Je leur ai dit, allez-y, go, c'est vraiment safe, qui va vous aider, c'est sûr. Ce sera pas pareil, encore une fois, 10 kilos sur le total, mais sur le long terme, ça fera la diff. Juste, moi, je suis quand même quelqu'un qui mange beaucoup de protéines, enfin, que ce soit des œufs, du, des entrecôtes, des huiles, des choses comme ça. Enfin, j'ai beaucoup de protéines dans mon alimentation, donc je me dis que j'ai pas forcément besoin, je ressens pas le besoin d'avoir ça. Ok, ça roule. Et donc pour la partie processus de création peut-être d'une marque de compléments alimentaires, fabrication, qu'en est-il? Alors ça, je suis en projet avec un pote justement de mon école. Et alors c'est quelque chose pour l'instant que je peux pas en parler parce qu'on n'a pas déposé le projet. Donc, euh, donc voilà, mais c'est quelque chose qui va aider au niveau de la récupération, au niveau des tendons. Euh, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais c'est pas un truc game changer. C'est un gain de temps et c'est facile à prendre, quoi. Donc, Ok, donc ce serait que un produit. ouais, pour l'instant, c'est qu'un Ok, tu veux produit. créer un mix. Ok. Ouais, voilà. Ce serait plus ça plutôt que faire un truc compliqué parce que tu as des interactions entre les compléments, tu vois. On va plutôt faire partir sur quelque chose de simple, d'abordable et qui bénéficierait à beaucoup de gens plutôt qu'à une petite niche. Euh, voilà. Ok. Ok, ça roule. C'est ce que je voulais savoir. Merci. Voilà. Nice. Ouais, je pense on commence à faire un peu le tour des questions. Donc voilà, je sais pas si tu as de petits, je dirais, allez, on va profiter de ta double casquette, si tu avais un petit conseil au niveau entraînement à donner aux auditeurs et un conseil au niveau nutrition à donner aux auditeurs. Euh, voilà que, disons, après je pense que c'est toujours dur de donner un conseil, mais si tu as Ouais. un bon tip ou un truc à dire, à partager qui peut être utile à tout le monde. Alors, pour l'entraînement, ce serait pas, de pas avoir peur de se faire coacher par quelqu'un et de tester voilà 2-3 mois avec un coach, voir comment ça se passe, si ça se passe bien de continuer et de pas avoir peur aussi de changer de coach, d'avoir une autre approche, d'être curieux par rapport à ça et de pas se dire oui je vais y arriver par moi-même parce que même si c'est largement faisable, en fait en se faisant aider on va aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Et tous les champions de discipline ont un coach, que ce soit dans notre discipline ou que ce soit au JO ou n'importe où. Donc vraiment ne pas rechigner sur ça et ne pas avoir peur de se dire oui mais après on va dire que c'est grâce au coach que j'en suis arrivé là. Oui mais ça n'entachera jamais le travail que vous avez fourni avant ou voilà. Donc ça ce serait mon conseil au niveau du sport. Et en termes de nutrition, bah, ça pourrait être pareil, se faire aider par un nutritionniste. Donc je vais prêcher un peu pour ma paroisse, mais juste faire peut-être juste une seule consultation pour être sûr que tout va bien, que les paramètres sont entre guillemets respectés pour la récup, que la personne se nourrit bien, qu'elle a bien pensé à prendre, je sais pas si tu vois si c'est un fumeur et qui fait quand même du sport, faire attention à certaines choses. S'il y a des antécédents dans sa famille, je sais pas, de cholestérol, de diabète, même s'il fait du sport, de quand même demander certaines analyses, ça peut être intéressant. Voilà, de coupler un peu les choses et de pas se dire je vais faire que du sport et je ne m'intéresse pas au reste. De couper le plus de disciplines possible. Donc sport, alimentation, récup
Et récup, ça peut être massage, ça peut être acupuncture, voilà. Et ne pas hésiter à demander de l'aide. Ça, c'est vraiment le plus important, je pense. Top. C'était censé être le mot de la fin, mais j'avais un truc que je voulais te poser comme question, peut-être un peu plus technique, et comme ça peut aussi être assez enrichissant comme question. Donc, sur les mouvements, donc j'ai remarqué, par exemple, sur les 4 mouvements de streetlifting, que par exemple sur ton muscle up, t'as très peu d'élan, t'as un style très peu d'élan. Ton squat et ton dips, t'as un tempo extrêmement contrôlé. Est-ce que c'est plus par peur ou alors est-ce que c'est fait exprès? Tu te sens beaucoup plus performant en ayant un contrôle comme ça? Parce que quand tu descends, on dirait oh là ça va être chaud, et puis on voit ta concentrique et ça passe vraiment bien. Enfin, on sent que t'es vraiment dans le contrôle, mais moi je pourrais me demander tiens si il y avait un peu plus de rebond ou si tu Ouais. perds un peu moins d'énergie sur cette descente, est-ce qu'il y aura pas un peu plus de performance? Est-ce que c'est volontaire? Alors, c'est un peu des deux, en fait. C'est parce que quand tu regardes le muscle-up et la traction, c'est des mouvements où tu n'as pas de phase excentrique avant. Donc, c'est vraiment... Là, moi, j'essaie... C'est drôle, j'en parlais hier avec Tim, justement. Euh, c'est des mouvements où moi, j'essaie d'être relâché le plus possible. Plus tu vas être relâché, plus tu vas pouvoir euh, déployer de force. Et ça, c'est un truc que j'ai pris dans les arts martiaux. C'est-à-dire que quand tu veux mettre un coup de poing à une cible, tu vas pas donner le coup de poing en étant déjà contracté, tu vois. Parce que si tu le fais, tu auras beaucoup moins de puissance que si tu es relâché et au moment de l'impact, là, tu gagnes et tu donnes vraiment une vraie patate. Là, tu vas être dévastateur. Donc là, c'est pareil sur mon muscle-up et c'est pareil sur ma traction. C'est d'être le plus relâché possible. C'est pas possible sur le disque, sur le dips et sur le squat parce qu'avec les charges, mon corps me laisse pas faire ça. Du coup, je suis obligé de vraiment. C'est une sorte de dialogue perpétuel et lui veut que je fasse cette phase vraiment d'excentrique un peu poussée où justement les gens se disent bon bah il remontera jamais. Mais si j'ai pas cette phase excentrique avant, mon corps me laissera pas faire. Donc quelque part, je pense que j'arrive à emmagasiner l'énergie et la restituer au moment où je fais ma phase concentrique. Et ça s'applique du coup sur le dips et sur le squat où il y a la phase excentrique avant, tu vois. Et que je n'ai pas du coup sur les phases de muscle up et de traction parce qu'il n'y a pas cette phase excentrique avant. Pour l'instant, c'est comme ça que je le vois. Après, bien sûr, j'aimerais bien évoluer et aller un petit peu plus vite parce qu'à chaque fois, forcément, tu perds en efficacité puisque tu brûles beaucoup plus d'énergie. Mais pour l'instant, on n'a pas encore trouvé pourquoi est-ce que j'étais comme ça. Et voilà. Je pense que tout le monde a intérêt à avoir un minimum de contrôle sur les mouvements de poussée, donc squat dips. Mais voilà, quand on voit tes clips, c'est quand même assez extrême, je dirais. Ouais, Euh, et pour le style du muscle up, au niveau de l'élan, c'est vrai que moi je remarque ça peut être vraiment intéressant de ne pas avoir beaucoup trop d'élan mais maintenant, on voit dans le streetlifting, on voit quand même qu'il y en a beaucoup qui utilisent un petit peu cet élan et qui essaient d'attendre le bon voilà, qui profitent vraiment ils partent un peu plus loin et puis ils essaient vraiment d'avoir cette trajectoire en C là pour arriver au-dessus. ouais. Et Ouais, donc bah, c'est vraiment vertical. ouais, ben moi j'ai essayé, hein, j'ai essayé cette technique, mais ça me convient pas du tout. Je suis pas esthétiquement déjà, j'aime pas. Et donc même si c'est plus efficient de le faire en C, comme on disait un peu au début du podcast, moi j'ai quand même à l'idée que j'aime bien que mes mouvements soient esthétiques. Donc du coup, pas forcément par défaut, je vais pas le prendre. Et après, de toute façon, je me sens beaucoup plus fort en faisant quasiment pas d'élan et beaucoup plus en contrôle finalement, parce que je pense que tu peux te louper sur ton élan et donc du coup plus facilement avoir un no rep avec tes jambes qui partent, comme ça a été le cas par exemple à Final Rep. Quand tu vois mon muscle-up à 25 kg, mes jambes partent devant parce que j'ai pris un élan et bah du coup c'est pas mon habitude. Euh, alors que quand je fais sans élan, bah, c'est moi qui contrôle de A à Z, tu vois. Donc du coup je peux pas trop me louper.
soit c'est trop lourd pour moi, soit normalement ça passe. Et voilà. Ok. Ouais, je te rejoins assez bien là-dessus aussi. Après, c'est vraiment, je trouve que c'est quand même beaucoup plus technique avec l'élan. Donc, Ouais, bah là tu peux vraiment bourriner sans élan, alors que l'élan, il faut vraiment. Si tu as un bon timing, c'est sûr que ça va t'aider et tu vas peut-être mettre 5 kilos en plus sur ton muscle up. Mais si tu foires ton timing, bah t'es fini, quoi. Donc, bon, c'est un trade, hein, et c'est après une préférence personnelle. Mais moi, pour l'instant, je pense que jusqu'à 40 kilos, il y aura pas de problème. Je pourrais le faire comme ça. Et puis après, on verra peut-être plus tard. Ou peut-être que je changerai ma technique. Je sais pas, en parlant peut-être avec des mecs beaucoup plus forts, s'ils ont des bons arguments et qu'ils m'expliquent que bah non, c'est comme ça qu'il faut le faire, peut-être que je changerai d'avis. Mais pour l'instant, j'en suis là. bah, je pense que c'est une stratégie viable aussi, même pour pas mal de personnes de, voilà, enfin, trouver toujours la technique à adapter à chacun, mais je pense que c'est un style, quoi. Je crois que c'est un style de muscle up qui peut être intéressant pour certaines personnes, dans certains cas. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, bah, nickel, hein, c'est des bons petits tips pour sur la fin, pour ces mouvements. Donc voilà, je pense qu'on a traité des sujets très intéressants. Franchement, c'était génial comme podcast. Cool. Bah, merci beaucoup d'avoir invité. Bon, merci à toi d'être venu. Hein. Franchement, c'est un grand plaisir et ça fait vraiment plaisir de redémarrer les podcasts avec les intervenants en recommençant par celui-ci. Bah, c'est cool. Et du coup, tout à l'heure, tu as dit que tu faisais des compètes. Tu as une compète bientôt? Euh, Moi, c'était à la base, j'avais pas vraiment prévu d'en refaire une, mais parce que en fait, ma première compète, j'avais été un peu déçu de l'expérience, quoi. Ben, en plus, j'étais encore coaché par Léo à ce moment-là. On avait fait le plan Ok. et voilà. Je pense que la semaine juste avant, elle s'était bien faite. Le picking s'était bien passé. Le jour Ouais. J, j'avais un peu j'avais mal performé, quoi, donc j'étais un peu déçu de moi et je m'étais dit bah allez, je suis pas assez fort pour le street lifting, je vais continuer un peu parce que je suis un peu hybride aussi, je bosse planche front Ouais. Ouais. un peu plus et donc là et le fait d'avoir sacrifié un peu ces mouvements pendant 4 mois, donc 4 mois c'était court pour se préparer pour une compète, Ouais. ça m'avait un peu déçu, donc j'avais pas trop aimé cette approche. Mais ici en recommençant avec King of Weighted, j'ai quand même peut-être l'idée d'aller chercher les championnats de Belgique en septembre. Donc il y aura peut-être une pré-qualif en juin aussi. Donc ou fin mai je pense. Donc je vais peut-être participer à la compète de fin mai si c'est une pré-qualif. Si c'est une Ouais. vraie compète, j'irai pas, mais si c'est des sélections, je vais les faire. Ok. Euh, Vu que ici avec King of Weighted, on a plus cette approche hybride. Et donc là, j'avais intégré le muscle up normalement les street lifting lift vont réaugmenter aussi, quoi. Ok. Après, en termes de niveau, je suis pas encore très haut non plus, donc voilà, je fais mon possible, mais Ah, ça, il faut vraiment replacer le contexte par rapport aux gens qu'on voit sur les réseaux, tu vois. Enfin, même moi, à ouais, chaque c'est fois, ça. il y a pas un mec qui m'impressionne vraiment, et il y en a pas beaucoup, mais lui, donc sur Insta, c'est Everyday Training, c'est Raoul. Alors, il est sorti un peu de nulle part, tu vois, en un an, et il a des perfs monstrueuses. Il a 40 kilos muscle up, il a fait quasiment 100 kilos en traction. Il a dips, il travaille, mais tu vois, hier ou avant-hier, il a publié, il a fait 17 reps à 75 kilos. Et final rep, il avait fait 185 en squat. On a commencé à peu près en même temps à squatter, je crois. Donc, et ce mec, je me disais, mais comment est-ce que c'est possible, quoi? Ça fait un an qu'il fait ça. Comment il peut en être là? Et en fait, j'ai vu sur un sondage Insta où il disait, posez-moi une question. Il disait que ça faisait, je sais plus, 15 ans qu'il faisait des muscle-up. Et en fait, il Ah faisait ouais. des pas du corps, tu vois. Donc, il faisait beaucoup d'endurance et il faisait je sais pas, des 20-20-20, tu vois, des trucs à la Barbarians, tu vois. Donc, c'est des trucs qui te forgent énormément. Et c'est pour ça qu'en un an, il a atteint ce niveau-là. La première fois qu'il a fait du lesté, je crois qu'il a fait 7 reps à 25 kilos en muscle-up, tu vois. Donc, c'est un truc, je dis, mais attends, 25 kilos, enfin, moi, c'était mon max il y a pas si longtemps, tu vois. Donc, c'est en mode, ça peut, d'un côté, t'es admiratif et de l'autre, tu dis, putain, mais voilà, moi, ça fait 6-7 ans que je bosse et j'en suis là. Et lui, même pas un an, il éclate tout le monde.
Et en fait, il faut replacer le truc. Ça fait 15 ans qu'il fait des muscle-up. Et donc, il a une technique que, bah, à moins d'en avoir fait 15 ans, tu n'auras pas. Et une compréhension du mouvement que, pareil, si tu en as fait 10 ans, tu peux pas comprendre, quoi. Donc, enfin, tu peux pas t'en approcher parce que ces structures, elles sont habituées à encaisser ce genre de mouvement. Et il en a fait, refait, 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 tu vois. Donc du coup, voilà, il faut essayer de prendre de la hauteur par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux. Il y a des mecs très très forts, mais on ne connaît pas leur background. Et il faut pas se comparer. C'est très dur, mais il faut essayer de vraiment prendre de la hauteur par rapport à ça. Et donc dans ton cas, voilà, si tu vois, tu as fait des pauses, c'est pas ton truc principal, ce que tu t'en fais, mais tu fais aussi des planches à côté, des fronts, des trucs comme ça. T'es pas à 100% dedans, et du coup, VS un mec qui arrive au championnat de Belgique et qui fait que ça, bah, c'est sûr que le jour J, il va t'éclater, mais bon, le truc, c'est que vous êtes pas à armes égales, tu vois. Donc bon, c'est c'est normal, en fait. Ouais, ouais. Ouais, je te rejoins assez bien. Je pense que la compétition, c'est quand même intéressant bah, pour la faire pour soi-même, quoi. Si, Ouais, puis comme tu disais au début, ouais, si on se compare un peu sur les réseaux ou même genre au street lifting français, enfin, le street lifting français, il a quand même très très bien, il a même c'est quand même l'élite, on va dire. Donc si on ouais, essaie de se comparer là et directement de faire des championnats de France, on est vite freiné, quoi. C'est là où par exemple en power, t'as quand même des compètes un peu plus provinciales, régionales. Où tu peux te tester et finalement même si tu sais que tu vas jamais être champion du monde, tu peux quand même aller te compétitionner contre toi-même. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est intéressant et que j'aurais tendance à en refaire sans. ouais, Mais voilà. le mieux, c'est de prendre ton total et te dire, bah, j'ai envie de me dépasser sur ce total-là, tu vois. Donc, l'année prochaine, j'espère faire, je sais pas, 20, 30 kilos en plus. Et tu te dis, bah, 30 kilos à gagner sur un an, c'est pas déconnant. Et donc, ça te permet d'avoir un objectif sain où tu peux ne pas te blesser, avoir une belle progression et en même temps t'amuser, tu vois. Et c'est pas parce que t'es pas champion du monde que tu peux pas très bien coacher les gens ou être à l'écoute, tu vois. Donc, faut vraiment enlever cette espèce de barrière mentale en se disant, ouais, si je fais pas un podium, je suis pas légitime dans ce que je fais, tu vois. Alors que pas du tout, c'est des mondes différents et voilà. Yes. Un beau mot de la fin aussi. Super. Bah nickel, nickel encore une fois. Un grand merci à Mathieu, à toi d'être venu sur le podcast, sur cet épisode Ouais, merci 55. beaucoup, merci Alexandre. Voilà. Salut, salut. Ciao. À bientôt.